Saviez-vous qu'un seul murmure, une simple phrase empoisonnée chuchotée au bon moment, peut suffire à faire imploser un univers? Le mien était sur le point de s'étendre, de s'épanouir, mais il a été anéanti en l'espace d'un battement de cœur. Cette soirée aurait dû être l'apogée de notre bonheur, le genre de nuit baignée d'une lumière si douce qu'elle aurait pu transformer nos vies à jamais. J'avais consacré tout l'après-midi à orchestrer la perfection dans notre petite cuisine de Portland. Chaque geste était une note dans une symphonie d'amour destinée à Dylan. Son plat préféré, un risotto crémeux aux champignons sauvages et à l'huile de truffe, mijotait doucement sur le feu, son parfum terreux et riche emplissant l'air. À côté, des asperges fines rôtissaient lentement avec des gousses d'ail entières, et un pain au levain, que j'avais pétri et façonné de mes propres mains la veille, sortait tout juste du four, sa croûte dorée craquant sous la promesse d'une mi-tendre. J'avais même sorti les bougies que nous gardions pour les grandes occasions, dressé la table avec notre plus belle vaisselle, celle de notre mariage. Chaque détail était une déclaration, une intention précise et délibérée, car ce soir, dans le cocon de notre foyer, j'allais lui révéler le secret que je portais depuis 6 semaines. Notre bébé, une petite étoile pas plus grande qu'un pépin de pomme, grandissait paisiblement en moi. Il ne le savait pas encore. Personne ne le savait. Sauf, peut-être, la femme qui allait tout détruire. Joanne, la mère de Dylan, était l'unique variable que je n'avais pu maîtriser. Elle avait emménagé avec nous il y a 9 mois, après son second divorce fracassant. C'est juste temporaire, avait-elle assuré, les yeux noyés de larmes de crocodile. J'ai juste besoin d'un endroit où me reconstruire. Mais au lieu de panser ses plaies, elle avait méticuleusement empoisonné l'atmosphère de notre maison, distillant son amertume dans chaque recoin, chaque silence. Ce soir-là, elle s'était invitée à dîner, balayant ma faible protestation d'un geste dédaigneux. Les dîners en famille sont importants, ma chérie, avait-elle susurré avec un sourire glacial. Surtout quand on a des secrets qu'on croit si bien cachés. Cette phrase aurait dû être mon premier signal d'alarme, un drapeau rouge planté au milieu de mes espoirs. J'étais déjà en proie aux nausées de la grossesse, ce genre de malaise implacable qui ne se soucie pas de savoir s'il est le matin ou le soir. Mais j'ai tenu bon, priant pour que cette soirée soit différente. J'espérais que ce repas, cette annonce, ce moment sacré, pourrait enfin l'adoucir, la forcer à me voir non plus comme une rivale, mais comme la femme qui rendait son fils heureux et qui portait son petit enfant. Au lieu de cela, elle m'a brisé. Je me souviens encore du bruit sec et agaçant de ses talons claquant contre le parquet alors qu'elle s'approchait de Dylan, juste au moment où j'apportais le risotto fumant à table. Elle a posé une main manucurée, aux ongles d'un rouge agressif, sur son épaule et s'est penchée vers son oreille, murmurant quelque chose de trop bas pour que je puisse l'entendre. Mais je n'avais pas besoin des mots. J'ai vu le visage de Dylan. J'ai vu l'amour et l'anticipation s'effacer pour laisser place à un masque de fureur glaciale. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur caché au plus profond de son être. Ses yeux bruns, habituellement si chauds et tendres, sont devenus 2 éclats de pierre. Sa mâchoire s'est contractée. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a crié d'agonie sur le sol. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il exigé, sa voix un grondement sourd, ses yeux plantés dans les miens. « Tu m'as menti depuis tout ce temps ?» Je me suis figée, le lourd plat en céramique tremblant entre mes mains. « De quoi parles-tu ? Ne joue pas la comédie, Maya » a-t-il hurlé, et son visage était déformé par une rage que je ne lui avais jamais connue. « Tu croyais que je ne le découvrirais jamais ? » Avant même que mon cerveau puisse traiter la signification de ces mots absurdes, sa main a jailli. La gifle a été rapide, brutale, assourdissante. J'ai à peine senti la piqûre de la douleur avant de chanceler en arrière. Mon corps heurtant violemment le mur. Ma vision s'est brouillée, ma joue brûlait comme si elle était marquée au fer rouge. Pendant une seconde interminable, je ne pouvais plus respirer. Puis la nausée est revenue, violente, incontrôlable. Mon estomac s'est contracté dans un spasme douloureux, devant eux deux, dans un silence horrifié, j'ai vomi. Dylan a reculé, le dégoût gravé sur ses traits. « Maya, mais c'est quoi ce bordel ?» Ces mots se sont étranglés dans sa gorge lorsqu'il a aperçu quelque chose qui avait glissé de mon sac à main, tombé dans le chaos. Un petit bâton en plastique rose et blanc. Le test de grossesse. Il s'est penché, l'a ramassé et a fixé la petite fenêtre. 2 lignes.
2 lignes roses qui confirmaient la vie. Son visage a perdu toute couleur. J'étais toujours affalée sur le sol, une main protégeant instinctivement mon ventre, l'autre couvrant ma joue meurtrie. Oui, ai-je murmuré, ma voix brisée. Je suis enceinte. Un long silence suffocant s'est installé. Le seul bruit dans la pièce était le grésillement des asperges qui continuaient de cuire dans le four, indifférentes au drame. Joanne ne disait rien, ses lèvres pincées en une fine ligne de satisfaction triomphante. Mais même elle, dans sa cruauté calculée, ne s'attendait pas à ça. Dylan regardait le test, puis moi, puis sa propre main, comme s'il ne la reconnaissait plus. « Oh mon Dieu !» a-t-il soufflé. « Maya !» Il a fait un pas vers moi, mais j'ai tressailli, et il s'est arrêté net. L'homme qui, autrefois, me tenait les cheveux lorsque j'avais une intoxication alimentaire, qui me laissait des mots d'amour dans ma boîte à lunch, qui avait promis de m'aimer et de me protéger devant nos familles et nos amis, venait de me frapper alors que je portais son enfant. Tout ce que je pensais savoir de lui, de nous, s'est brisé en 1000 morceaux à cet instant. Puis est venu le son qui allait tout changer. La porte d'entrée s'est ouverte dans un grincement. Tessa, notre voisine et mon amie la plus proche, se tenait sur le seuil, les yeux écarquillés, le souffle court. Son regard a balayé la scène, ma joue rouge, le désordre, l'expression anéantie de Dylan et le sourire en coin de Joanne. J'ai entendu crier, a-t-elle dit lentement, sa voix tremblante mais ferme. Est-ce que tout va bien ici ? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Non, rien n'allait bien. Et je n'avais aucune idée si quoi que ce soit pourrait un jour l'être à nouveau. Notre histoire avait commencé un vendredi après-midi pluvieux chez Juniper & Brew, ce petit café charmant niché entre la librairie Powell et le vieux cinéma de la 11e rue. J'étais assise près de la grande baille vitrée, absorbée par la correction d'une pile de dissertations sur les livres pour enfants pour le programme de lecture de la bibliothèque. C'est alors qu'un homme, jonglant maladroitement avec 2 cafés glacés et un téléphone coincé dans sa bouche, est passé en trombe devant ma table et a fait voler toute ma pile de papier, créant une tempête de feuilles A4. « Oh mon Dieu, non, 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 je suis tellement désolé », a-t-il baragouiné, sa voix étouffée par le téléphone. Il l'a jeté sur une chaise voisine et s'est précipité pour attraper des serviettes. « S'il vous plaît, ne me détestez pas, je vous jure que je ne suis pas aussi maladroit d'habitude. » J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il avait l'air si sincèrement horrifié. Ses tentatives désespérées pour éponger le café qui imbibait mes papiers étaient vaines mais attachantes. Un parfait inconnu, le visage rouge de confusion, s'excusant encore et encore en essayant de sauver une fiche de travail sur les dinosaures. « Laissez-moi me rattraper », a-t-il plaidé. Un café, un dîner, une nouvelle pile de livres pour enfants. Je me souviens l'avoir regardé, grand, des cheveux en bataille, des yeux d'une gentillesse désarmante. Je lui ai souri et j'ai répondu, commencez par le dîner. C'était le début. Dylan était comme un rayon de soleil. Doux, attentionné, drôle d'une manière subtile qui n'avait pas besoin d'être bruyante. Il était architecte, passionné par les vieilles maisons et avait l'habitude de dessiner les gens sur des coins de serviettes quand il pensait qu'ils ne regardaient pas. Il me qualifiait de « fascinante » et considérait mon travail à la bibliothèque publique comme la profession la plus noble du monde. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, à l'automne, sous un dais de feuilles d'or et de pourpre. Nos vœux étaient simples, honnêtes et remplis de rire. Nous avons acheté une petite maison dans l'est de la ville, vieille mais pleine de charme, et nous parlions d'avoir des enfants, un jour. Nos week-ends étaient faits de flâneries sur les marchés de producteurs, de planification de voyages que nous n'avions pas encore les moyens de nous offrir, et de petits déjeuners lents en pyjama. C'était simple, c'était bon, c'était réel. Jusqu'à ce qu'elle emménage. C'est juste temporaire, avait dit Dylan lorsque Joanne avait appelé, en larmes, avec 2 valises à ses pieds et nulle part où aller. Elle a le cœur brisé, Maya. Elle a juste besoin d'un peu de temps. Je voulais être compréhensive, vraiment. Mais dès le premier jour, Joanne a clairement indiqué que je n'étais pas ce qu'elle avait imaginé pour son fils. Jamais directement, ce n'était pas son style. C'était des petites piques, des micro-agressions quotidiennes. « Tu es sûre de porter ça, ma chérie ? Ce risotto est un peu fade, tu ne trouves pas ? Dylan travaille si dur, tu devrais vraiment lui donner plus de protéines. »
Elle a réorganisé mon étagère à épices pendant que j'étais au travail, m'a expliqué quelle lessive Dylan préférait, et a laissé des post-it passifs-agressifs sur la façon de plier ses t-shirts. Au début, Dylan balayait mes préoccupations d'un revers de la main. C'est juste maman, disait-il. Elle ne le pense pas à mal. Mais peu à peu, son influence s'est insinuée plus profondément. Il a commencé à remarquer des choses qu'il n'avait jamais commentées auparavant, la façon dont je chargeais le lave-vaisselle, le temps que je passais au téléphone avec ma sœur, mes choix à l'épicerie. Ces petites critiques étaient toujours suivies de longues conversations chuchotées entre lui et Joanne, derrière des portes closes, autour de tasses de tétard dans la nuit. Une fois, je l'ai surprise au téléphone. Elle cache des choses, Dylan. Je l'ai vue se faufiler aux toilettes. C'est probablement le stress, ou autre chose. Es-tu sûre qu'elle ne te cache rien? Mon sang s'est glacé. J'ai essayé d'ignorer, de me persuader que Dylan savait mieux, qu'il m'aimait assez pour voir à travers le besoin de contrôle de sa mère. Mais chaque mois qui passait, il devenait plus difficile de distinguer où sa voix s'arrêtait et où celle de sa mère commençait. Puis, il y a quelques semaines, j'ai découvert que j'étais enceinte. Pendant un instant magique, tout le reste s'est estompé. J'ai cru que cela changerait tout, que ce serait l'encre qui le ramènerait à moi, que l'homme que j'avais épousé existait toujours quelque part en lui. Mais Joanne avait toujours une longueur d'avance. Avec le recul, j'ai compris qu'elle n'avait jamais eu besoin de preuves, elle n'avait besoin que de semer le doute. Et une fois cette graine plantée dans l'esprit de Dylan, elle l'arrosait chaque jour. La nuit où je l'ai surprise à écouter à la porte des toilettes a marqué un tournant. J'étais rentrée de la bibliothèque, la tête lourde à cause des nausées. Quand je suis sortie, elle était là, dans le couloir, les yeux plissés. « Tu cours souvent aux toilettes à des heures bizarres », avait-elle dit froidement. « Quelque chose que tu veux partager ?» J'avais forcé un sourire, prétextant le stress. Elle avait haussé un sourcil. « C'est drôle. J'avais le même stress juste avant de découvrir que j'étais enceinte de Dylan. » C'est là que j'ai compris. Elle lui avait murmuré le pire poison qui soit, la suspicion d'infidélité. Elle lui avait fait croire que ma fatigue, mes nausées, mes secrets n'étaient pas les signes d'une merveilleuse nouvelle, mais la preuve d'une trahison. Elle avait transformé notre miracle en une arme contre moi. Et le pire, c'est qu'il l'avait cru. Les heures qui ont suivi l'explosion ont été un brouillard de larmes, de douleur et d'incrédulité. Tessa n'a pas posé de questions. Elle a simplement attrapé mon manteau, mon sac, et m'a doucement guidée vers la porte, me protégeant du regard hébété de Dylan et de la voix stridente de Joanne qui résonnait derrière nous. Elle réagit de manière excessive, Dylan. Tu sais comment sont les femmes quand elles sont sous l'emprise des hormones. La porte s'est refermée, et le silence qui a suivi était assourdissant. La chambre d'amis de Tessa, habituellement un espace joyeux au drap lavande, est devenue mon refuge. Je me suis effondrée sur le lit, recroquevillée sur moi-même, terrifiée à l'idée que le choc ait pu nuire à la petite vie en moi. Le lendemain matin, Tessa m'a conduite chez le médecin. Je n'oublierai jamais l'instant où l'écran de l'échographie s'est allumé. Un petit clignotement. Puis un son. Fort, stable, magnifique. Le battement de cœur de mon bébé. C'était le son de la vie, de la résilience. Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues, non plus de tristesse, mais de quelque chose de bien plus profond. Ce son s'enroulait autour de mon cœur brisé et le maintenait en place. L'infirmière m'a demandé si je voulais un enregistrement. J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai envoyé un message à Dylan. Pas de colère, pas de reproche, pas d'explication. Juste un fichier audio, avec une seule phrase, le rythme cardiaque de ton enfant. Sa réponse a été quasi instantanée. S'il te plaît, Maya. Pouvons-nous parler? Juste nous deux. Pas de maman. S'il te plaît. Je l'ai rencontré le lendemain, à 14h, au Juniper and Brew. Notre café. Mon cœur battait à tout rompre. Il est arrivé seul, l'air hagard, les yeux cernés par des nuits blanches. Il y avait une distance nouvelle entre nous, un abîme de douleur et de méfiance. Je l'ai mise dehors hier soir, a-t-il dit, sa voix rauque. Joanne. J'ai fait ses valises moi-même. Elle est dans un hôtel.
Il a continué, les mots se bousculant. Il avait entendu sa mère au téléphone, riant avec une amie, se vantant de l'avoir finalement sauvée de mes mensonges. Il avait compris qu'elle avait tout inventé, tout tordu. Et tu m'as frappé à cause d'elle, ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. Il n'y a aucune excuse. Je l'ai cru parce que je l'ai laissé me contrôler pendant si longtemps que je ne m'en rendais même plus compte. Tu ne m'as pas seulement frappé, Dylan, ai-je dit lentement, le forçant à affronter la réalité. Tu nous as frappés. Son regard est tombé sur mon ventre. Alors prouve-le, ai-je continué, sentant une force nouvelle monter en moi. J'ai des conditions. Si tu en enfreins une seule, c'est terminé. Je ne sacrifierai pas notre enfant à la peur. Il a hoché la tête, prêt à tout accepter. 1. Ta mère ne met plus jamais les pieds dans notre maison. Jamais. Et elle n'a aucune information sur ce bébé. Il a acquiescé. Fait. 2. Tu suis une thérapie. Seule. Chaque semaine. Et nous suivons une thérapie de couple. Tu commences immédiatement. Il a sorti une carte de sa poche. J'ai déjà eu ma première séance hier. 3. Ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Si jamais tu lèves à nouveau la main sur moi, ne serait-ce qu'une seule fois, je porte plainte et je demande la garde exclusive. Pas de seconde chance. Il a glissé une autre carte sur la table. Celle d'un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai déjà fait rédiger les papiers. Si jamais je redeviens violent, tu obtiens la garde complète. C'est écrit noir sur blanc. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une lueur de l'homme que j'avais épousé. Pas seulement de la culpabilité, mais une réelle volonté de changer. Je ne rentrerai pas à la maison tout de suite, ai-je dit doucement. J'ai besoin de temps. Et de preuves. Peu importe le temps qu'il faudra, a-t-il murmuré. Le chemin de la guérison a été long et semé d'embûches. Les semaines se sont transformées en mois. Dylan a tenu parole. Il allait à ses séances de thérapie, seul et avec moi. Le docteur Patel, notre thérapeute de couple, nous a aidés à dénouer les fils complexes de la manipulation de Johan et de la codépendance de Dylan. Lentement, très lentement. Nous avons commencé à reconstruire un pont fragile au-dessus de l'abîme qui nous séparait. Johan n'a pas abandonné facilement. Elle a d'abord essayé les appels larmoyants, puis les messages de chantage affectif. Un jour, alors que j'étais à la bibliothèque, je l'ai vu, garé de l'autre côté de la rue, me fixant depuis sa voiture. J'ai appelé Dylan, paniqué. 15 minutes plus tard, il était là, avec 2 policiers. Il a déposé une demande d'ordonnance restrictive contre sa propre mère pour nous protéger tous les 3. C'était un acte d'une force incroyable, la preuve définitive qu'il m'avait choisi. Qu'il nous avait choisis. Je suis rentrée à la maison au cours du 5e mois de ma grossesse. La maison avait changé. Dylan avait repeint les murs, s'était débarrassé de la table à manger rectangulaire où le drame s'était produit, la remplaçant par une table ronde, sans hiérarchie. C'était un nouveau départ. Le jour de la naissance de notre fille a été une journée d'hiver claire et froide. Le travail a commencé à l'aube. À l'hôpital, Dylan n'a pas quitté mon côté. Il était mon ancre, ma force, me tenant la main, me murmurant des mots d'encouragement, son visage un mélange d'amour, de remords et d'une détermination farouche. Elena Maya Walker est née à 17h23, au moment où le soleil couchant peignait le ciel de teintes roses et dorées. Elle était parfaite. Quand l'infirmière l'a placée dans mes bras, j'ai regardé Dylan. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il caressait doucement la tête de notre fille. « Je ne la laisserai jamais te faire de mal », a-t-il murmuré, s'adressant à la fois à moi et à notre bébé. Ni elle, ni personne. Jamais. Et je l'ai cru. Des années plus tard, par un après-midi d'automne ensoleillé, nous étions dans notre jardin. L'air était vif et sentait les feuilles mortes. Elena, qui avait maintenant 4 ans, courait dans l'herbe, ses rires cristallins se mêlant au bruissement des arbres. Dylan la poursuivait, faisant semblant d'être un monstre maladroit, et elle gloussait de plaisir. Je les regardais depuis le porche, une tasse de thé chaud entre les mains. Notre maison n'était plus un lieu de souvenirs douloureux,
mais un sanctuaire de paix, de rire et de sécurité. Le chemin avait été incroyablement difficile, pavé de thérapie, de conversations difficiles et de la tâche herculéenne de reconstruire la confiance. Mais nous l'avions fait. Ensemble. Dylan a attrapé Elena et l'a fait tourner en l'air avant de venir s'asseoir à côté de moi, notre fille blottie entre nous. Il a posé son bras autour de mes épaules et j'ai appuyé ma tête contre lui. Le murmure de Johan avait presque tout détruit, mais le son du battement de cœur de notre fille, puis ses rires, avait tout reconstruit, créant quelque chose de bien plus fort, de bien plus résilient. Nous avions affronté la tempête, et de l'autre côté, nous avions trouvé non pas la fin parfaite d'un conte de fées, mais le début réel et magnifique de notre propre bonheur. Et c'était infiniment mieux.